Hey, what's up les gens, Calis? Maxime Carabine avec Faberglass, c'est pour la 9e fois. On commence l'année 2022 et c'est qu'un podcast. Voilà, man. Ça va, Faber? 9e dose, le gros. Ça sera pas. Ça s'en vient. Ça s'en vient. J'avais pas trouvé le titre en plus, man. Le v'là, tabarnak, man. 9e dose, tabarnak. Ah ouais. J'espère. J'avais vu un meme un moment donné, là. Je pense que j'ai encore dans mon sel. Je sais qu'on n'est pas supposé de faire ça en faisant des podcasts, là, mais si je lis, ça va être drôle. J'avais vu un meme que c'était genre, tu sais, quand tu vas, mettons, dans un restaurant ou un établissement quelconque, puis t'as genre une carte client là, qui te met un petit poinçon à chaque fois que. Carte Genre, fidélité, man. ouais, une carte fidélité, puis la carte fidélité Pfizer, là, puis après 8 doses, t'avais une pizza gratis. Là, ça m'a fait Ouais. Ouais, euh, Pfizer ouais. Loyalty Card, let's go. For sure, man. Dave Leduc avait partagé ça, man. Toujours prête pour une pizza, moi, je te dis. Gros, pas grand-chose qui va me convaincre à faire des choses dans la vie, mais une pizza. Parlant de ça, les jeunes, si dans le futur, on va voir une pizzeria, man, vous aurez entendu ça ici en premier, Ouais, Calis. c'est vrai, on veut faire ça, nous autres. On va faire avoir une pizzeria, nous autres. Attention, les jeunes, vous allez Mais, capoter. man, on va Tu checker veux l'UFC. manger une pizza à la poutine au mac and cheese? Tu as déjà Yeah. mangé ça, le jeune? La, Ça c'est spé- ça, man. la spéciale Faberglass, esti. Ah ouais. Hey, on va commencer tout de suite, tabarnak, man. Let's 2022 go. commence en force, esti. Heavyweights and rematch party. Là, il y a eu un rematch party qui a été gâché, man. Le boy Holloway était obligé de pull out de son fight 24 heures après avoir signé le contrat, esti. C'est rough quand même, hein. Tabarnak, man. Le pauvre, esti, s'est aggravé une blessure en s'entraînant, man. Ça a l'air. Les sports de contact, le gros, c'est ça qui arrive des fois, man. Quand tu te varges dessus dans le gym, tu te blesses, man. Ouais. Mais il Fait fait plus de que, sparring, esti. non, mais gros, il doit faire du live training avec du monde, là. C'est pas comme rien, il fait pas rien que des drills, là. Ouais. Sinon, s'il s'est blessé en drillant tout seul là, avec des mannequins, big, je sais pas trop ce que tu fais, là. Mais tu peux très bien, gros, tu peux te faire les blessures les plus graves du monde en drillant une technique bien random, le gros, comme tu peux, genre, ne jamais te faire mal en sparring actuel, que ce soit debout ou au sol, là. Ou tu peux être Tony Ferguson, man. Puis lancer des pneus en handstand sur un ballon, man. Puis let's go. C'est comme ça qu'on s'entraîne, les boys. D'ailleurs, faites donc Tony pour la belt, man. 145. Attends, tu coupes un bout de jambe, t'es genre, ouais, mon Tony, tabarnak. Lave-là ta chance, là. Bats-toi contre le nain qui va t'out-wrestle à côté, là. Ah ouais. En Mais, parlant du nain, man, Volkanovski est à la recherche d'un adversaire parce que, comme on l'a dit, Holloway, il a du pull-out, man. C'est qui, d'après toi, qui donnerait un meilleur fight à Alex Volkanovski? Je te donne 3 choix. Henri Asboula Cejudo, Yair Rodriguez ou The Korean Zombie. qu'est-ce que tu veux dire par meilleur fight? Ben, qui a plus de chances de gagner? Henry Cejudo. Hmm. C'est un calice, mais big, c'est... Tu sais, faut admettre que c'est un des meilleurs combattants de l'histoire, là. Ouais. Double champ absolument incroyable. Le gars a battu Mighty Mouse. Il a mis fin à sa streak. C'est sa seule défaite. Je sais qu'il a perdu une split contre Benavidez ou de quoi un moment donné, mais hey, gros, c'était bullshit, cette split-là. Là. C'est une des rares. C'est une des splits les plus bullshit que j'avais vu. Donc, non, Henry Cejudo, c'est lui qui donnerait le meilleur combat. Maintenant, est-ce que c'est le combat que je veux le plus voir dans la gang? Non, les deux autres me plaisent plus, mais j'ai comme l'impression que c'est comme, man. Dans les deux cas, Yair et Zombie, c'est des action fighters qui vont sûrement rendre ça super le fun. Mais j'ai l'impression que Brian Ortega est probablement la version deluxe genre de ces deux gars-là. Puis on a vu ce qui est arrivé avec Ortega. T'sais, pour les moments qu'Ortega n'était pas en train de le dominer, ça allait pas super bien. Fait que, honnêtement, là, pas confiant. Cejudo, c'est la réponse, man. Ça va probablement être Zombie, man. Mais j'ai hâte de voir ça, man. Ça va être intéressant, c'est sûr, man. C'est un tout shot pour Zombie. Sinon, dans 2 semaines, le gros, c'est la finale, man. Gann contre Ngannou. Penses-tu que Francis va le knocker, man? Ben, tu sais, c'est 50-50 entre Cyril gagne facilement ou Cyril gagne facilement jusqu'au moment où il se fait knocker ben raide, là. Honnêtement, c'est comme je peux pas arriver de dire jusqu'au combat, même quand je vais faire mes prédictions, je pourrais jamais t'arriver avec une prédiction confiante de ce combat-là parce que on le sait tout ce qui va arriver, puis on le sait tout qu'il y a deux manières que ça peut finir, tu sais. Mais laquelle il va arriver, on le sait pas parce qu'il y a Ngannou, s'il y en a un qui tout le long du combat peut absolument te détruire si t'accotes, c'est lui. Puis Cyril, ben personne ne le touche. Fait qu'on pourrait se dire
ah ben lui non plus, il ne touchera pas, mais c'est quand même Francis Ngannou. C'est quelqu'un qui, lui, aussi fait des choses aux gens que personne d'autre est capable de faire. Donc, c'est les deux meilleurs heavyweights au monde. Honnêtement, je trouve ça plate un peu tout l'alentour du combat, parce que je trouve qu'il y a une belle storyline. Cyril Ngannou, Fernand Lopez, nanana. Puis j'ai l'impression que le comme pre-fight a un peu dévié de ça pour genre la rivalité entre Ngannou puis l'UFC, puis les contract talks, puis nanana. Puis tu sais, man. Ngannou qui veut aller boxer. Je répéterai jamais à quel point l'UFC. C'est un des plus gros fumbles de leur histoire, ce qu'ils sont en train de faire avec Francis Ngannou. Ce gars-là, je comprends qu'il est représenté par la compétition, mais Big, arrange-toi avec. Ce gars-là, c'est de l'argent. Tu peux imprimer de l'argent avec ce dude-là. Surtout s'il bat Cyril Gane, selon moi, il vient de battre probablement le test le plus legit, parce que on dira ce qu'on veut sur John Jones. Moi, je ne l'ai pas encore vu, Heavyweight John Jones. Puis autant que c'est le meilleur combattant de l'histoire, je ne peux pas m'ostiner là-dessus. Les dernières performances de John Jones, il avait l'air d'essayer de perdre plus que d'essayer de gagner, selon moi. Puis Sommer, il n'est même pas capable d'essayer de perdre, de perdre pour vrai, même quand il essaye. Mais ça, combiné au fait que j'ai jamais vu Heavyweight John Jones, puis que les fois que j'ai vu John Jones un peu plus gros dans la cage, c'était les combats qui étaient le moins bons. Ça me fait dire que le test le plus legit à Heavyweight en ce moment entre lui et Cyril Gane, c'est probablement Cyril Gane. Là, on l'a vu battre les meilleurs Heavyweight au monde assez facilement. Donc, Big, si Francis réussit à passer au travers de Cyril Gane, c'est le plus gros fumble de l'histoire de la part de l'UFC, parce qu'on s'entend que ce qui va arriver, ça va être un peu à l'image de Stipe, que Cyril, même s'il perd, va se rebuild up, puis à un moment donné, va revenir à un title shot dans 2 ans et demi. Puis, il ne perdra pas 2 fois contre Francis. D'après moi, c'est pas mal écrit dans le ciel que Cyril, c'est le prochain champion. Est-ce que ça se passe prochainement ou ça se passe dans quelques années? La question est à répondre. Comme quand Francis était jeune, puis On The Rise, c'était le même scénario, tout le monde était là. Ça, c'est le prochain champ, ne reste qu'à voir quand, tu sais. Puis, c'est ça, je trouve juste ça un peu plate, que la belle storyline naturelle de ce combat-là un peu déviée vers genre de la rivalité. Puis, tu sais, c'est parce que les tactiques de négociation de Dana White, c'est d'essayer d'undermine la personne le plus possible. C'est un peu weird d'essayer de faire ça à ton champion heavyweight qui s'en va headline un gros pay-per-view, duquel tu augmentes le prix encore comme tu fais à chaque année. Fait que c'est genre, en tout cas, il y a beaucoup d'affaires qui font peu de sens dans la manière que l'UFC font les choses des dernières années. Puis on dirait que c'est pour ça que je me retrouve souvent à les critiquer pas mal, j'ai l'impression. Des fois, j'ai comme l'impression que j'aime pas l'UFC, basically, tellement que tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Tu sais, je l'écoute parce que c'est quand même le meilleur produit. Puis tu vois, les meilleurs fights, c'est là qu'il se passe. Mais l'organisation en tant que telle, moi, demain matin, tu me dis l'UFC, est-ce fait faillite, Dana White, est-ce pas et tout. Ben, je veux pas et tout, je souhaite pas de mal, là, mais l'UFC fait faillite, là, puis Dana White, oui, il a son argent, mais ça finit là pour lui, puis on le revoit plus jamais, ce style-là. Puis, man, moi, je célèbre ça, là, honnêtement. Là. Ah, je suis d'accord, man. Tôt ou tard, ils n'auront pas le choix de changer leur modèle d'affaires, man, parce que, gros, ils n'arrêtent pas de dire que c'est les meilleures années par-dessus les meilleures années, même en termes de revenus. Puis tout le monde fait juste parler, est-ce que les fighters, ils mangent du petit crise de pain le matin, man. Puis qu'ils augmentent encore le prix des pay-per-view. Fait que... Alors, c'est ça, tous les prix de tout augmentent, tout ce qui est relié à l'UFC, les prix de tout augmentent constamment. Le share qu'ils donnent aux fighters n'augmente jamais. Puis oui, à toutes les années. On est genre, gros, cette année, là, Dana White, c'est la meilleure année ever en tant que profit. Puis tout. Est-ce que toi, en tant que partisan de l'UFC, tu t'assis là, puis tu dis, oh, ouais, vraiment, le 2021, une des meilleures années de l'histoire de l'UFC? Fuck no, man. Oui, il y a eu des pay-per-view avec des beaux highlights puis tout, mais j'espère qu'il y a eu des highlights sur tes hosties de pay-per-view. C'est les seules cartes qui avaient des combats pour lesquels on carait, genre. Combien de Fight Night il y a eu que c'était just some fights? Là. Littéralement, si t'aimes ça écouter des combats, écoute ça parce qu'il va littéralement juste avoir ça. Là. Des combats. Pas des gens de qui on est intéressé. Pas rien de tout ça. Là. Juste genre 2 personnes, t'es dans la même division. Cette date-là, ça marche, ok, battez-vous. Puis le gagnant, ben bravo, t'as gagné, t'as un bonus. Tu gagnes ta paye au complet au lieu de moitié de ta paye. Puis qu'est-ce qui arrive avec toi après? Rien, man, parce que tu t'es battu sur une carte que tout le monde s'en calisse. Puis ça change rien à rien, là. Ouais, 100%, man. Moi, je suis plus du bord de Just Some Fights, là. J'aime ça regarder plein de combats, là, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais il y a plein de choses bizarres, là, le fait de vouloir... tout comme uniformisé, là, genre les posters sont tous pareils, il n'y a aucune créativité. Genre, ouais, non, c'est fini ce temps-là, les beaux posters, oui, ça, man. Contrairement à genre Ryzen
ou tous les trucs japonais où que les posters sont Insane One, à la limite, les trucs asiatiques. L'UFC, back then, il y avait des trucs cool. Là, maintenant, là, c'est générique à fond la caisse. Fait que moi, je suis sûr que toi aussi, tu respectes beaucoup Dana White pour ce qu'il a fait. Mais de plus en plus, il commence à être comme. Il dit tout le temps les mêmes affaires. Sa façon de se défendre, c'est super enfantin. Genre, il faisait juste comme bully tout le monde. Comme... À un moment donné, ça va être cool d'avoir une image plus jeune à la tête de l'UFC. C'est clair, mais je m'en vais te faire une petite belle analogie, mon gars. Là. Le Canadien de Montréal, mon gars. En ce moment, j'ai jamais dans toute ma vie été si peu intéressé par le hockey. Puis souvent parce qu'il se passe trop d'affaires. Puis honnêtement, surtout parce que genre c'est comme la meilleure saison de football qu'on a eue, man. Genre que je me rappelle d'aussi loin que j'écoute le football. Fait que c'est comme si j'ai le choix de masser devant une game de hockey ou de masser devant le Sunday Night Football ou tu sais de quoi. Je vais garder mon temps que j'ai pour écouter le football. Tu sais, mon temps libre de j'écoute du sport, je fais rien d'autre. Là. C'est le football qui passe. Mais bref, tout ça pour dire, le Canadien de Montréal en ce moment, tu sais, quand tu vas voir le Canadien de Montréal. Tu payes le gros prix pour aller voir le Canadien de Montréal au Centre Bell. Gros, tu t'attends à voir l'élite. Tu t'attends à voir les meilleurs joueurs de hockey au monde, genre les joueurs de la Ligue nationale. En ce moment, avec le Canadien, ils ont toute la COVID, ou sont blessés, ou ils veulent plus jouer, ou whatever qui arrive. Fait que littéralement, en ce moment, quand tu vas voir le Canadien de Montréal, tu payes encore le gros prix. Mais basically, ce que tu check, c'est les Rockets de Laval avec une coupe de gars des Lions de Trois-Rivières. Tu sais? C'est ça que tu checkes. Legit. Mais l'UFC, c'est ça. Puis toi, je comprends aussi que t'es parce que ça fait pas aussi longtemps que tu écoutes ça. Ce qui fait que toi, Big, il y a un moment où chaque carte de l'UFC était le pay-per-view le plus stacked que tu as vu de ta vie parce que l'UFC avait littéralement 300-350 fighters, puis tu les connaissais toutes, puis toutes étaient les 10, 15, 20 meilleurs au monde dans leur division de poids. Puis oui, je comprends que ça a pris de l'expansion, puis un roster de 300-350 fighters, ils peuvent plus faire ça, mais est-ce qu'ils en ont vraiment besoin de 700? Parce que des fois, j'ai l'impression que j'écoute la Ligue américaine quand j'écoute l'UFC. Puis on est rendu à une époque où t'as du BFL, du LFA, du CFFC, du Brave, du UAE Warriors, qu'on peut tout écouter de même. Fait que genre, si j'ai envie de checker Just Some Fights, je peux facilement écouter ça, puis juste checker des combats, puis ne pas care. L'UFC, on dirait, c'est le Canadien de Montréal, c'est l'élite, c'est le Holy Grail du sport. Puis chaque fois qu'il devrait avoir un événement de l'UFC, je devrais care, genre, parce que c'est les meilleurs athlètes au monde. Mais Big, n'importe quel gars, là, genre, qui est potable dans Bellator en ce moment, peut arriver puis whip le corps de la division lightweight de l'UFC, là. Tout le bas de la division, là. Fait que c'est 95 gars. Gros, 95, genre 100 et plus, man. Je pense qu'il y a comme 2 à 3 divisions qui sont proches de 100 fighters, dont les bantamweight, les 155, les 170, les 145. Tout ça, ça tourne alentour de quasiment 100 fighters juste pour cette division-là. Fait que c'est juste trop, man. Honnêtement, c'est juste trop. Puis c'est impossible de care. Puis c'est impossible quand tu as 700 fighters de toujours que chacun de ces combats-là soit le plus haut niveau du sport. Puis l'UFC nous a habitués à ça. Puis là, depuis les dernières années, c'est de moins en moins ça. Puis c'est de plus en plus flagrant à chaque année qu'il y a des combats que. Tu sais, comme le Contender Series, c'est nice, c'est just some fights, mais avec un petit stake parce que tu peux gagner un contrat dans l'UFC. Mais la majorité du monde qui sont signés du Contenders arrivent dans l'UFC puis pour être de l'esti de filler talent de bas de division. Là. Ouais, puis moi, combien de vraiment solides fighters on a trouvé du Contender Series? C'est 2-3 par année quand t'es super chanceux. Là. Fait que, man, on a juste perdu le feel de. Je suis en train de regarder le plus haut niveau des arts martiaux mixtes. Puis ça, on l'a encore, ces pay-per-views. Puis c'est facile de se hyper pour presque n'importe quel pay-per-view ou un bon fight night comme celui de Louis Dawkhouse, mettons, qu'on avait à la fin de l'année. Ou tu sais, de quoi avec du monde qu'on connaît, que ça matter, qu'on a l'impression que, oh shit, lui, s'il gagne, il va peut-être être ranké ou il va peut-être avoir un combat que tout le monde veut voir. Ou tu sais. Tellement de cartes qu'il n'y a pas ça, tu as juste l'impression que tu écoutes des combats pour écouter des combats, mais gros, tu payes encore quand même le premium, là. Que ce soit le pay-per-view, que ce soit l'abonnement à UFC Fight Pass, que ce soit ESPN Plus aux États-Unis ou whatever, quelle chaîne de TV il faut que tu ajoutes à ton esti de forfait Vidéotron Bell qui te coûte 400$ par mois pour l'Internet pas la TV, somehow, genre. Tu sais, que tu payes la premium pour voir ça, que c'est de l'asti de marde, finalement, que tu pourrais juste checker sur un stream louche d'Arabie Saoudite, esti. Ouais, il y a des trucs. C'est pour ça, man, que
Mais tu sais, d'un autre côté, quand tu regardes l'UFC, l'image, puis tout, ça reste quand même, tu sais, le calibre des commentateurs, tu sais, comme la production télévision, c'est le plus high du monde. Fait que c'est sûr que c'est pas. Oui, il y a des fights qui sont un peu boboches, mais la majorité du temps, tu vas regarder ça, puis ça va être mieux que de regarder n'importe quelle autre ligue qu'une coche en dessous. Il y a des trucs qui sont cool comme LFA, puis Samouraï, mais il y en a d'autres que c'est un peu boboche quand tu checks ça. Fait. Ouais, c'est sûr, si tu checkes du Alaska FC, là, t'as une coupe de coche. Le pay niveau de l'UFC est quand même une ou deux bonnes coches en haut de ça. Là. Mais une autre affaire, le gros vite de même et tout, qui rend un autre point négatif, mettons, de ça, là, du overcrowding d'events pis tout, c'est qu'une grosse raison pourquoi l'UFC continue de ne pas payer ses fighters à ce point-là, c'est que dans la tête de l'UFC et des dirigeants de l'UFC, il n'y a rien de plus gros que les trois lettres. Mm-hmm. Puis c'est en ayant autant de fighters puis en présentant autant de fillers que, genre, man, tu dilues le content, le gros. Puis genre, je sais pas, man, ça perpétue ce genre de tradition-là que quand t'as justement une star comme Ngannou, au lieu de se faire attention parce qu'il peut te faire tellement d'argent, tu t'en calisses parce que t'as un chèque garanti d'ESPN. Fait que tu le throw in the dirt, si t'essaies de saler sa legacy parce qu'il n'y a rien de plus gros que les trois lettres puis j'ai pas besoin de tout. Parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de personne parce qu'ils peuvent nous présenter 44 événements de pur filler puis ils vont avoir le même crise de montant à la fin de l'année d'ESPN qui vont faire que ça va être une année profitable, qui vont couvrir toutes leurs dépenses et encore plus. Fait que c'est comme le fait d'avoir tous ces events-là, ça perpétue cette tradition-là. Il n'y a rien de plus gros que les trois lettres. Puis tant qu'il n'y aura pas. Tu sais, Conor McGregor à son pic qui était plus gros que les trois lettres, man. Puis c'est dans ce pic-là qu'il a entraîné des gars comme Nate Diaz, des gars de même comme Jorge Masvidal, à la limite, même s'ils ne se sont jamais battus, on s'entend. C'est comme un peu après l'époque McGregor, mais c'est dans la même veine, tu sais, un peu de grâce à s'est passé. C'est ces gars-là qui ont été entraînés vers des estis de bonne paye de millions de dollars garantis à chaque combat, grâce à McGregor qui a réussi à devenir plus gros que les trois lettres puis qui les a fait plier sur des affaires qu'il n'aurait jamais pliées auparavant. Fait que, tu sais, ça prend un LeBron James qui est plus gros que la NBA là, une fois de temps en temps pour égaliser le play-in field pour les fighters, même si Conor n'a jamais fait ça pour les fighters, là, comme Jake Paul dit, je fais ça pour les fighters. Tout le monde fait ça pour son propre gain personnel, là. Mais si au final, je m'en crée si l'intention était bonne ou mauvaise, si ça a créé des bonnes choses, il faut quand même acknowledge les bonnes choses que ça a créé, tu sais. Yes, 100%, man. Il faudrait que l'UFC se trouve un petit peu moins nice puis qu'ils mettent un peu plus d'emphase sur les fighters parce que là, c'est pas les fighters qui sont les meilleurs du monde, c'est juste l'UFC qui est la meilleure ligue du monde, genre, mais les non, fighters, c'est pas le cas, genre. Faudrait ramener ça un peu plus du bord du fighter. Mais tu me dis qu'avant, c'était beaucoup plus personnel, genre, quand tu regardais des combats, tu connaissais beaucoup mieux l'histoire. C'est gros, c'est qu'il y avait 12 pay-per-view par année, puis peut-être 6 fight nights, 7 fight nights. Fait que, tu sais, c'était même pas 2 fois par mois à tous les mois, man. Fait que, on s'entend que le monde qui se battait, le monde, ça se battait quand même 2-3 fois par année. Fait que tu connaissais, les gars, là, c'était tout le monde, puis tout. Puis c'est vraiment quand ils sont arrivés sur Fox, quand ils sont partis de Spike TV à Fox, qu'ils ont commencé à faire beaucoup plus d'événements. Que là, il y avait des événements à Fox Sports, des événements à Fox, Big Fox qui appelait, des événements pay-per-view. Il y avait des événements juste sur Fight Pass parce que là, ils venaient de lancer Fight Pass. Fait que là, il y avait genre 4-5 pay-per-view, Fox Sports, Fight Pass. Fallait qu'ils feedent des événements à tous ces distributeurs-là, mettons. Fait que là, c'est là qu'ils se sont mis à faire des événements à côté puis à signer du monde à gauche puis à droite. Tu sais, gros, quand ils ont commencé à signer du monde, ça n'a pas été long là, que le roster a passé de 350 à genre 600. Là. Quand ils ont acheté genre Strike Force. Ouais, exactement. Puis ils ont commencé à merger Strike Force. Puis là, pas longtemps après ça, puis le Fox Deals est venu, les fameux uniformes Reebok. Puis là, c'est là qu'on aurait plus commencé à être dans l'ère actuelle de ce qu'on voit où tout est vraiment, comme tu dis, super uniformisé. C'est pas long faire les posters parce que tu ouvres le même Photoshop, tu délites les deux noms, puis les deux photos transparentes des fighters, puis tu colles les deux fighters, puis les deux nouveaux noms, puis tu changes la date, puis let's go, les boys. Là. Ouais, c'est triste, man, mais tu sais, c'est devenu une immense ligue, puis c'est devenu une... Fait que tu sais, pour les puristes, pas nécessairement les puristes, là, tu sais, tu peux aimer le plus, tu sais, ne pas être un puriste, puis quand même aimer les trucs un petit peu plus edgy, puis ça fait limite Walmart, là, des fois, là, ce que tu vois de l'UFC, là, fait que...
Ah, c'est mes grosses corporations, Walmart, McDo, Apple, ouais, là, c'est là qu'ils sont rendus, man, valent des milliards, man, sont owned par une firme de whatever, qui a 4-5 noms de compagnies mis ensemble, de style d'affaires de monde riche, là, que je ne sais pas trop c'est quoi, puis qu'est-ce qui arrive, là. C'est là qu'ils sont rendus, man. Dana White, le gros, je comprends même pas, honnêtement, le gros, pour tous les reproches que j'allais faire, il faut que je lève mon chapeau d'être encore là, man, puis de réussir à nous faire à croire des fois comme s'il carait encore. Parce que, gros, quand t'es riche comme lui, je peux pas comprendre que tu continues, genre, à dealer avec ça, man. Ouais. C'est pas Il est facile. toujours là, le gros. C'est pas facile, là. On défend ben gros les fighters, c'est normal, sans les fighters, il n'y aurait pas le sport, mais c'est pas facile de dealer avec ce monde-là non plus. Il faut se le dire, les matchmakers, là, ils ont un petit job. Tu sais, l'UFC, le gros, là. Il nous donne toujours les combats qu'on veut voir. Là. Puis on se demande pourquoi il y a juste l'UFC qui nous donne les combats qu'on veut voir. Parce que, gros, il y a de l'intimidation et des tactiques un peu louches qui se passent behind the scene pour forcer des gars à prendre des combats qu'ils ne prendraient jamais autrement dans d'autres ligues. Ils sont plus ça, tu veux-tu te fight-là? Non, ok, c'est correct, moi, t'en trouver un autre. Genre, tu sais, la majorité des ligues, c'est ça. Dans l'UFC, mon gars, des fois, quand tu veux pas prendre un fight, le gros, là, ils vont te rouler dans la boîte, mon gars. Parle-en à Leon Edwards. Oh, ouais, non, c'est ça, exactement. Ils sont contre tabarnak, eux autres, là. Ah. Ça nous donne les plus gros combats qu'on veut voir parce que les gars c'est sont ça le pire, c'est qu'eux, ils ont le plus gros du bâton parce qu'en plus que nous, c'est majoritairement c'est l'UFC qu'on va regarder. Les fighters, ils seront pas complets tant qu'ils vont pas se battre à l'UFC. Genre, pour eux, c'est l'UFC, genre, tu sais. Fait ils veulent tous passer par là un jour ou l'autre, là. Ouais, exact, là. Il n'y a pas un gars qui va faire une carrière complète dans Bellator qui va me faire croire que c'était ça le but en commençant. Même non, exact. Là. Mais un jour, il faudrait le gros style, là. Oh, ouais, ben oui. C'est des gars, tu sais, comme, mettons, un gars comme AJ McKee, là, lui, là, il va venir se battre à l'UFC, là, genre, veut pas, l'UFC, ça reste le Saint Graal, le gros, c'est deux spots, là, tu veux y aller, là, fait tant que les fighters, ils vont tous penser comme ça, c'est fait, le gros, man. Oublie ça, là, ils ont le gros bout du bâton, puis ils vont faire ce qu'ils veulent, là. Dans une couple d'années, il y a quelqu'un qui va venir changer. Laura Sanko, le gros, on va être à la tête de l'UFC, man. Moi, me suis toujours dit que j'aimerais bien DC, man. Ouais, DC serait cool. Mais non, moi, je suis pas tant un fan de DC. Ouais. Moi, je l'aime bien. Comme il est corny un peu des fois, c'est vraiment un homer pis tout. Là, il est très, très, très corny, là. Mais c'est vrai qu'il est... C'est sûr qu'il faudrait... Ben, tu sais... C'est un solide fighter, là, puis il est gentil, là, mais il y a des affaires que je serais pas down, c'est sûr. Non, mais n'importe qui, là, c'est sûr. Mais tu sais, je disais, il faudrait que ça soit quelqu'un qui est pas trop qui a pas trop le pied dans un gym en particulier, mais tu sais, même Laura Sanko, elle a le pied dans un gym en particulier. Là, ils ont tous genre des grosses affiliations, là. Tout le monde là-dedans s'entraîne. Tout, même Dana, c'est un coach de boxe avant. Ouais. Quand c'était un petit maigrichon, man, puis il manquait une coupe de dents dans la gueule, man. Mais tu sais, au pire, c'est pas bien grave si t'es affilié avec un petit gym. Mais anyway, qui pourrait être à la tête de l'UFC? C'est une bonne. Qui va. Gros, va bien falloir y penser à un moment donné qui va succéder à Dana White. Un moment donné, le gros, il est quel âge exactement, ce calice-là? Moi, d'après moi, avant 75 ans, il n'est pas parti nulle part, ce petit macaque-là. Là. On a encore pour 10 ans facile. Pour 10 ans, mon gars, il a 52 ans, c'est plus 20. Là. Ouais. Ben, 20, je sais pas, le gros, mais. Tu sais pas, dans 20 ans, Dana est encore là. Moi, moi ça n'est un de ces astis-là qui va crever, le gros, en faisant ça. Là. Comme les vieux astis de promoteurs de boxe à 82 ans. Bernie Ecclestone style, le gros. Oh, ouais, Bernie Ecclestone style. Lui, il a tellement l'air. Moi, le gros, là. En tout cas, je veux pas trop déraper, là, mais je suis pas un grand conspiracy theorist, mais si tu me dis que les humains lézards existent, puis tu essaies d'utiliser Bernie Ecclestone comme preuve, ça se peut, je te crée. Parce que ce gars-là, il y a quoi, man, quand tu le check, t'es genre pas l'air d'une bonne personne. C'est sûr qu'il mange des insectes avec la langue. Man. Oh, c'est un vieux satanique bizarre qui bout du sang d'enfant, lui-là. Là. C'est que si telle chose existe, il est colissement là-dedans à 1000%, lui-là. Là. Ouais. Il sortait avec des pitounes en plus, man. Genre... Oh, t'écoutes-tu Channel 5? Non. Sur YouTube? C'était All Gas No Break l'avant, là. Okay, là c'est rendu Channel 5, là. Gros, il a fait une entrevue avec le Q Shaman, style viking, là. En chess du Riot au Capitole. Là. Ah ouais. Bon, gars,
si vous voulez entendre du délire conspirationniste, genre en complète psychose d'un dos dans la prison pendant 4-5 ans, là, écoutez cette entrevue-là, mon gars, c'est de l'or en bas. Là. Ouais. Les vampires psychotiques qui boivent du sang d'enfant, là, mon gars, il parle de ça et encore plus. Là. Je te dis, c'est ce gars-là, là, de Channel 5, là. Vraiment. C'est littéralement la version américaine de Guy Nantel, genre. Ok. Mais c'est pas, il fait pas des vox pop, genre. Tu sais, Guy Nantel, c'est plus genre. Il va te poser une question, puis il va prendre ceux qui ont la plus mauvaise réponse. Tout. Lui, c'est pas ça. Lui, il va se pointer genre à un rallye anti-vax. Puis il va demander aux gens pourquoi ils n'aiment pas le vaccin. Puis il va juste genre leur poser une question, leur donner le micro, puis les laisser genre se caler eux-mêmes, le gros. Puis il va juste être là à nod. Puis genre juste ça, c'est genre l'effet comédie qui est réussi. Là. Il n'y a même pas besoin de rien dire de plus. Là. Ouais. Le gars, c'est à la fois de l'esti de bon reporting, genre, parce que des fois, il y a des entrevues quand même, genre, pertinentes. Tu sais, comme, mettons, c'est con, mais il y en a une avec Crip Mac. Genre, tu sais, Crip Mac, il a juste l'air d'un malade mental, là, entre toi et moi, là, quand tu l'écoutes. C'est ton boy, man, qui parle un peu bizarre. On fait Fast Street! Il était écœurant, man. Mais, genre, gros, tu sais, dans cette vidéo-là, tu vois Crip Mac, le gros, c'est le genre de gars qui, à tous les dimanches, il va me donner de la pizza aux itinérants sur Skid Row, genre, puis qu'il leur sert des tacos, puis tout, tu sais. Le gars, il fait fucking d'affaires pour sa communauté, puis tout. En tout cas, c'est à la fois du bon reporting, puis genre de la comédie, là, incroyable, parce que le 3/4 du temps, il est genre à des conférences de QAnon, puis à des rallyes de Trump ou d'anti-vax, là, puis gros, tu le sais que les affaires qui se disent dans ce lieu-là, man, c'est sacré, man. Fait que vous écouterez ça, ça a du temps à perdre. Le Channel 5 sur YouTube. Chris de bon channel, man. Fucking down, man. Oh, ouais, gros, je te dis, c'est excellent. Il y a moyen de te perdre, genre, finir que t'as pas dormi de la nuit parce que t'as écouté littéralement, genre, toutes les tabarnaks de vidéos de Channel 5. Ouais, genre, allez écouter ça, tabarnak, tout le monde. C'est en Ouais, parlant d'affaires bizarres, man, Ring Doritos. Je te parle de ça, gros, il est arrivé quelque chose. Il y a un boxeur russe qui est mort, man, aujourd'hui ou hier, genre, rest in peace, esti. Un combat le 26 décembre, il s'est fait knocker, il était dans le coma, il est mort aujourd'hui. Puis là, le chum Jeff Jeffrey, man, il a écrit sur Twitter que, parce que c'était un petit ring, c'était peut-être genre 12 par 12, mettons, au lieu d'être 15 par 15. Puis là, il dit, ah, c'est criminel, genre, c'est dangereux, genre, si c'était pas un petit ring, il serait pas mort, en gros, tu sais. Puis il faut, genre, dénoncer les mini-rings. Mais moi, j'étais pas tant d'accord avec lui. Puis, tu sais, je pensais au Ring Doritos à Triad Combat. Où, genre, le gros, je sais pas si t'as vu, là, mais il y a du monde qui se bat dans des cabines téléphoniques maintenant, là, l'espèce de phone booth letway, là. Je sais pas si t'as vu ça, ça fesse, le gros. Ou ben juste en Pologne, il y a du MMA dans des cages de 9 pieds par 9 pieds, genre minuscules, tu sais. Fait que, genre, moi, je suis comme, yo, plus c'est petit, plus ça donne du show, là, genre, tu sais. Je suis all pour la santé des fighters, mais je pense pas que c'est parce que c'est un ring 12 par 12 puis pas 15 par 15 qui est mort, le gars, tu sais, puis comme, ouais, mais c'est dangereux, il faut genre dénoncer ça, puis tout. T'en penses quoi, toi? Penses-tu que ça a rapport avec la grosseur du ring, man? Tu penses-tu que la COVID a rapport avec des drones en forme de chauve-souris qui lancent des ondes 5G dans le ciel, toi? Ouais, man. Ouais, c'est ça, ça, gros. Ça fait aucun sens, man. T'sais, gros. En quoi la grosseur du ring peut être responsable de la mort de quelqu'un, le gros? Ce gars-là, s'il se faisait décoller dans un petit ring, il allait se faire autant décoller dans un gros ring. C'est pas parce qu'il y avait plus de place pour se sauver qu'il allait réussir. Et ça te prend une technique pour te sauver. Il faut que tu aies du footwork, faut que tu aies. Puis, tu sais, gros, on a vu autant des hosties de. Genre Cyril Gann puis des Wonderboy être capables de se battre dans une plus petite cage sans trop de dommages. Comme on a vu Wonderboy se faire mopper ben raide dans une grosse cage par Jean Gilbert Burns. Puis, tu sais, c'est comme. On a, depuis assez longtemps, à cause du Apex, comme je pense qu'on commence à avoir assez de données là, un peu pour faire une analyse sensée de est-ce qu'il y a vraiment une différence entre le pourcentage de finish, la violence des finishes dans une petite cage par rapport à une grosse cage. Puis Big, c'est non, il n'y a pas de corrélation. Ouais. Tant que c'est pas quelque chose que tu caches aux fighters, puis que t'es genre, tu leur dis rien, puis là, all of a sudden, ils se battent dans un carré de sable. Si le fighter il sait que ça va être plus petit, ça change rien. Non, c'est ça, le gros, c'est juste, c'est le fighter. Puis encore là, man, j'irais jusqu'à dire que si c'est important pour le fighter, c'est quasiment à lui de le demander, là, parce que beaucoup de tu sais, ben, il n'y a pas genre
format universel de cage tant que ça. Oui, ça se ressemble, mais tu sais, tu check Bellator, l'UFC, il y en a que c'est des octogones, il y en a que c'est des décagones, il y en a que c'est des ovales, il y en a que c'est des rings avec des cordes, il y en a que c'est des formats hybrides avec des cordes en haut et une petite cage en bas comme dans M1. Ouais, moi, je trouve que le cycle... Toutes les sortes, toutes les tailles, toutes les formes. Donc, c'est aux combattants de demander aux promoteurs c'est quoi les dimensions du ring dans lesquelles je me bats, c'est quoi les formes du ring. Si c'est quelque chose d'important pour le combattant, je pense que c'est au combattant de demander parce qu'il y a tellement de tu sais, gros, comme tu as dit, de ring Doritos à triade, là, et c'est comme faut que tu le demandes là, parce que tu peux littéralement arriver et te battre dans n'importe quoi. Là. Karaté Combat, le gros, ils se battent dans un genre de pit. Genre, moi, je trouve ça sick, là, genre. Puis ça, je dis à Jeff Jeffrey, je dis, il y a de plus en plus de promotions dans le monde, fait qu'ils essayent tous d'aller chercher un petit quelque chose. Puis tu sais, la surface de combat, c'est souvent ça que tu peux pimper le plus si on veut. Fait que genre, moi, je suis all pour ça, là, tant que tu le dis au fighter, le gros, dans quoi qu'il va se battre. Comme tu le dis, c'est au fighter à s'adapter un peu, puis tout, là, genre, oui, c'est des sports de combat, puis c'est dangereux, mais ça reste de l'entertainment. C'est juste que la boxe, c'est genre, c'est comme l'échec, là, genre, on dirait que c'est vieux comme le monde, fait qu'il faut que ça reste noble, genre, whatever, tu sais, mais comme, man, moi, je suis all pour il y a 3-4 fighters qui meurent à chaque année, puis ça, c'est juste ceux qu'on entend parler, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, il aimerait ça que le monde arrête de mourir, je les comprends, mais c'est pas ça, c'est pas le ring qui change rien. Puis, tu sais, d'ailleurs, autant j'ai cet argument-là pour le ring ne change pas rien, autant, genre, le ring... Genre, comme, mettons, Triade, là, que c'est genre un gros crise d'aspect promotionnel de leur shit. Genre, check notre ring triangle, c'est drôle en crise. Ou PFL, là, qui te parle plus de leur asti de Smart Cage, qui te parle actuellement des combats qui arrivent dans leur Smart Cage. Tu sais, ça me fait dire, gros, si la forme dans laquelle les gens se battent, c'est un de tes plus gros aspects promotionnels, c'est parce que t'as vraiment pas grand-chose d'autre à m'offrir. Puis, honnêtement, c'est pas genre, mon premier réflexe, c'est pas genre, hey, un ring en triangle, m'a checké pour voir. C'est genre, t'essayes de me vendre un ring en triangle, c'est parce que le reste de ce que t'essayes de me vendre, ça doit être de la tabarnak de marde, mon chum. Fait que je suis pas sûr que je vais faire la ligne pour checker tes hosties de combat de marde, là. Ouais, mais ça être de la marde, ça veut, tu sais, si tu mettrais ces fights-là dans un ring normal, puis tout, le monde serait comme, ouais. Genre, ok, Frank Mir contre un vrai boxeur, on l'écoutera pas. Oh, un ring en triangle, ouais, peut-être. Mais non, je l'écouterai pas plus, le gros, là. Ah, c'est sûr. J'ai même pas vu un clip, je pense, de cette affaire de triade-là, man. Ah ouais. Honnêtement, le premier triade, là. Ça s'en vient, man. Il y a des gros fights, man, pour le 2. Si je vais essayer de te trouver ça vite. Genre pas de Junior Dos Santos contre Poulev, là, de quoi de même. Ben, non, je voulais pas te dire ça, là. Mais je pense que c'est ça le main event. Ouais, c'est ça le main event, esti. Ouais, c'est sûr que tu voulais pas dire ça. Ben, JDS, je pense qu'il est encore compétent comme combat athlète, là, comparément à Joe Schilling, il se bat, esti. C'est Joe Schilling, Calis. Ça, c'est un gros gars, ça. Il est meilleur pour se battre en dehors de la cage que dans la cage, lui. Mais ça, man. Ouais. Fait que, ok, ben, je suis content que tu sois de mon bord, esti, man. Let's go. Ah ouais, gros, de quoi qu'il parle, l'autre? C'est que c'est genre, il y a un petit ring, c'est à cause de ça qu'il est mort, hein, oui. Ouais, j'étais genre. Sûrement pas parce que vous vous battez avec des astis de gants, t'es genre tellement padé que vous êtes pas knockable, fait que vous êtes genre commotionné dès le premier round à vous faire shaker le cerveau dans la boîte crânienne pendant 10 rounds de plus. Puis, les nerfs qui meurent, vous êtes genre, moi, je comprends pas pourquoi, mon chum. Moi non plus. Vraiment pas. Je peux pas m'expliquer comment ça serait possible, asti. T'as-tu vu, man, Montréal Fight League a droppé leur award, man, hier puis avant-hier, man? Pas particulièrement, mais shout out. Shout out à la relève d'arts martiaux mix québécoise, esti, man. Ah ouais, shout out à Douleur Gavrilovitch, man, qui a pogné un accident de char, puis 2 jours après, il était back dans le gym, man. C'est ça qu'il me dit. Il dit, Chris, ça va le gros un peu, je me bats dans pas long. J'ai dit, toi, t'es bon pour trouver les circonstances, genre. Tu sais, c'est comme cette fight-là, ils l'ont annoncé, fait que je l'ai annoncé. Si tu me dis, est-ce que t'es optimiste live? Moyen, autant que la première fois. Ouais, ben, ça va être un bon fight, ça, c'est sûr, mais c'est... Si ça arrive, ça va être fou. Ouais. On va laisser ça de même. Si ça arrive, ça va être malade. Ouais, Stranik est censé se battre contre KB Buller le 5 mars à Unified, Steven. C'est donne du temps pareil le 5 mars. Mais all for it. Ton boy Aaron Jeffrey aussi qui est annoncé, man, sur le main event du CFFC bientôt, hein? Gros, genre le 29 janvier. Ouais, c'est un gars que j'étais allé checker sa fiche. Je suis comme, ah ouais, c'est main event CFFC pour une belle contre Aaron Jeffrey. OK.
À moins qu'il y ait de quoi que j'ai jamais checké se battre, même s'il y a peut-être de quoi que je vois pas juste en checkant sa fiche. Là. Mais tu sais, ça a l'air faisable en tabarnak, ça, mon chum. Gros, un dream come true, man. Bam Bam Tuivasa contre Derek Lewis. Ah, écoute. Honnêtement, ça va être nice. The People's Fight. Ouais, ben c'est comme. Tu sais, j'ai pas envie qu'aucun des deux perde son nice. Ah, c'est triste, man. Genre, j'aimerais ça que, comme, fasse une entrevue d'après-combat conjointe, genre, ensemble, à faire des chouis puis à dire de la merde, là. Genre, honnêtement, ça serait mon rêve, là. Peu importe qui gagne, là, je veux que les deux aient un bout de micro que, ben, si un des deux qui se fait knocker, pas d'entrevue, s'il vous plaît, Joe Rogan, là. Ouais. Mais, tu sais, j'aimerais ça que les deux aient le micro, une qui parle de ses couilles, l'autre, qui parle de... En tout cas, les deux sont fucking nice. Tu sais, genre, c'est nice comme match-up, mais je trouve ça raide un peu pour Tuivasa, qui sont genre, OK, 3 fights winning streak, mon gars, t'inves là, Derek Lewis, c'est un tabarnak de step-up. Il aurait pu, genre, peut-être avoir un autre petit combat pour le build-up à ça. Chris Dacos de Bam Bam Tuivasa, ça a été. Ouais, ça aurait été des gens comme fucking idéal. Là. Ouais. Ou un Abdourakimov, tu sais, de quoi de même, là, de manageable. Puis là, s'il décalisse lui avec, ben là, tu le move up. Là, je m'attends pas vraiment à ce que. Derek qui call out Stipe, est-ce que tu lui donnes Bam Bam Tuivasa? Ouais, genre, fuck that, je veux pas me battre dans ma hometown, c'est trop fucking stressant, man. Puis je veux me battre contre Stipe, il donne Bam Bam dans sa hometown. On s'en calisse de tout, Derek. Ah, il est gros, il a le don de faire des demandes, lui, puis de recevoir précisément le contraire. Au moins, c'est pas un main event, là. C'est pas 5 rounds, mais ça aurait été genre l'insulte à l'injure, là. Ah ouais, man. Il calisse main event d'un fight night. 5 rounds dans ton hometown, si compte pas le gars que tu veux, man. Aïe, aïe, man. Non, ouais, deux gros gars, man. Ah, ça va boucher en tabarnak, man. Who's next pour Jourdain, esti, parce que là, Cobb, il dog ben raide, man. Cobb, il veut descendre à 135 puis se battre contre Uriah Faber, esti. Ben, tu sais, mettons tes Cobb Swanson. Mets-toi dans la chaise à Cobb Swanson. Je comprends. Genre, pis tu sais, même pas genre. Mets-toi dans la chaise à Cobb Swanson, pis t'es pas au Québec, pis il y a aucun hype là alentour de Jourdain pour toi. C'est juste un esti d'action fighter quand même, mongol. Que oui, tu sais, il y a du talent pis tout, mais le gars, il est 3-3 dans l'UFC, tu sais, pas rien à se pitcher à la terre ni rien. Pis là, il t'offre ça ou Uriah Faber. N'importe quel combattant va prendre Uriah Faber. De un, il est plus vieux. C'est bien plus manageable comme match-up. Puis, tu sais, gros, c'est Uriah Faber, le gros. C'est avant les 3-4 dernières années, c'était le combat. Ça a longtemps été le combattant le plus populaire en dessous de 155 livres. Là. Devant José Aldo, devant Mighty Mouse, devant Big. Si tu parlais en dessous de 155 livres, c'est qui le go-to fighter, le main eventer, le gars? C'est Uriah Faber. C'était The Man, le combattant le plus populaire. Donc, c'est sûr que c'est un énorme nom. Là. Fait que je le comprends pleinement, mon gars, de pogner ça. Let's go. Pour Jourdain, man, tabarnak, je sais pas, man, laisse-moi checker ça. On va pull up le petit roster, puis je vais te dire ça, man. On va t'en trouver du monde. Ah ouais, du monde, man. Là, il serait supposément... Ben, tu sais, t'avais parlé, je pense, d'un rematch contre Philly, man, ça, ce serait bon en crise. Ouais, mais ça, si t'es prêt à le faire step up, genre, ça serait bien. Je sais pas si c'est nécessaire. Je pense que Charles pourrait se build up avec un autre win ou deux avant d'avoir un gros step-up encore. Ils l'ont step-up fucking vite tout le temps. Fait que ça me dérangerait pas qu'il slow play pour une fois, genre. Tu sais, qu'on le build up bien comme il faut puis que l'on l'essaye. Ils ont donné Marcelo Rojo, Joshua Culibao, puis Hirosa. Hirosa, c'est comme un sneaky test, man. Puis je pense même que, même sneaky pour l'UFC, j'ai l'impression que l'UFC met Hirosa dans des combats qu'il pense qu'il gagnera jamais, puis il finit par les gagner, ce calice-là. Genre... Mais c'est vrai qu'ils sont allés un peu plus slow comparément à genre, ah ouais, Denzel Green, Duo Ocha et André Fili, t'es mon cœur. Ah non, ça c'est gros, c'est ben trop fort. Mais tu le mettrais-tu contre Nate Landwehr d'abord, qui a aussi perdu contre Julian Hirosa? Aïe, ça serait tabarnak, man. Ouais, ça serait cave, man. Mais c'est pas tant un bon fight pour Charles parce que s'il perd. Ben gros, t'as déjà parlé de Sean Woodson, puis tu m'as déjà parlé de Sean Woodson, puis tu me dis Landwehr ou Woodson, tu donnes Landwehr là, demain matin, mon Ah ouais?
Ben oui. En termes de Landwehr, c'est match-up, ça favorise Charles, tu veux dire? Ou... Ouais, Landwehr, c'est un autre bon maniaque, mais tu sais, c'est deux bons maniaques qui vont être des maniaques. Sean Woodson, mon gars, s'il décide qu'il est super technical puis qu'il te garde Charles à range, ce gars-là mesure 6 pieds 2, 6 pieds 3, là, c'est un Ouais. calice. Fait que, tu sais, je pense que c'est un sale match-up difficile, le chum. Let's go avec Nate Landwehr, man, puis Charles, il va le tuer. Nate Landwehr, c'est vraiment pas mauvais, man. J'aurais le. Je sais pas si je donne le gagnant ou le perdant, mais il y a un combat entre Jonathan Pierce et Austin Lingo à l'UFC Vegas 48. Ça pourrait être pas si pire. C'est des gars qui ont 2, 3, 4 combats dans l'UFC. Jonathan Pierce, plus un grappler. Austin Lingo, vraiment Austin Lingo là, que je veux en fait. Là, je ne vais pas dire le gagnant ou le perdant. Donnez-y Austin Lingo. Sinon, Danny Chavez, ça serait pas pire. Nate Landwehr, ça serait pas pire. On a un Shane Young, ça serait vraiment pas pire. Ça serait très bon même. Si tu as envie de donner de quoi d'un peu spicy, mais quand même correct, Youssef Zalal. Commencé 3-0 dans l'UFC, mais il vient de perdre ses 3 derniers, fait qu'il est 3-3. Fait que Youssef Zalal, ça pourrait être intéressant. Stephen Peterson, s'il perd contre Erosa, justement, tu pourrais donner Stephen Peterson. Ça commence à ressembler à ça. Là, plus qu'on monte dans la division, comme un Daniel Pineda, ça serait peut-être un petit step-up, mais Pineda, il est bon, mais... Il est fait chier d'en face, lui, Pineda, contre qui déjà, man? Je me rappelle plus son dernier fight. Mais lui, il est surtout détruit, ce calice. Des fois, il est fucking bon pour le maner. C'est Philly, man, qui l'éclatait bien Ah raide. Je pense oui, qu'il y a oui, eu oui, il y a eu un Estino poke. contest de merde. Ah oui, Ouais. j'étais tellement mad, man, je m'en rappelle. Philly était beau, man, dans ce fight-là. C'est vraiment un des fights qui m'avait fait mal au cœur, ça, parce que j'étais genre, que c'est la plus belle performance de la carrière à Philly, puis le gars, il aura même pas un win sur sa fiche pour ça, man. Ça fait mal, puis il perd la moitié de sa paye, man. C'était au début du deuxième, genre, il avait pensé à ça de le finir au premier, puis au début du deuxième, il te le poke d'en face, man. Ah non, ça c'était très bon. Fait que ouais, c'est à peu près ça les noms que j'ai nommés, c'est là-dedans que. Il avait perdu contre Cobb aussi, Pineda, man. Fait que ouais, c'est un petit bon nom, man. Je suis dans Chris, man. Puis pour Johan, le chum Johan, man, tu lui donnerais quoi à 170 pour arriver? Parce que là, il parle, man. Tu le vois-tu aller, man? Il a l'air prêt, on dirait, mais on dirait qu'il n'a pas encore signé de quoi, mais il attend de quoi pour mars, genre, c'est bizarre, man. Ouais, ben c'est là que l'UFC sont rendus, là. T'sais, au mois de mars, avril, ça commence à booker ces cartes-là tranquillement, pas vite. Fait que pour les prochaines semaines, d'avoir de quoi. Écoute, man, je sais pas, ce que tu donnes à Johan, honnêtement, c'est un premier combat. Fait que tu ne donnes pas vraiment à quelqu'un qui existe, là, I guess. Ah non, mais ça dépend. Écoute, un match-up qui serait très, très, très spicy, moi, personnellement, je veux pas voir ça parce que c'est 2 Canadiens, mais ça serait contre Michael Malott. Ah ouais, les 2 du contender? Ouais, contre Michael Malott. Sinon, tu pourrais donner des gars dans l'UFC qui sont signés du contender. Je pense que tu as AJ Fletcher. C'est-tu Johnny Parsons, puis Quinlan qui a eu des contrats Josh Quinlan qui a eu des contrats aux Contenders. N'importe quel de ces gars-là. Sinon, dans le monde qui sont déjà là, mais qui sont pas nécessairement avec beaucoup de succès, tu pourrais donner un des frères Cauchy, soit Lewis ou Orion, peu importe lequel des deux. Tu pourrais donner comme Niklas Stoltze, tu pourrais donner à la limite Jordan Williams qui est 0-3. Boy, ça serait de quoi de même. Ou n'importe quel autre peut-être que le prochain gars qui gagne la belt welterweight à CFFC puis ou à LFA puis qui monte puis que on le connaît pas encore, mais je serais bien surpris que Yohan nous arrive avec un nom qu'on soit je sais vraiment c'est qui ce gars-là. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une bonne réponse, mon estime. Puis, je suis un gars de bonne réponse, man. Dis-moi, je fais de mon mieux, le gros. T'es encore dans l'esprit des fêtes en plus, avoir ton hoodie, man? Il y a un beau petit pug dessus, puis je sais pas, man. Ça me tentait. Il est fucking loose, ce hoodie-là, puis j'ai mangé beaucoup de sushi à soir, fait que je me sentais un peu ballonné. Fait que j'ai dit, je vais payer le plus large hoodie que j'ai, man. Comment est-ce qu'il va ton chien, man? Mon chien, gros, il vit à vie de rêve. Si maman est en vacances, le gros, man, il y a du monde partout ici. Couché, man, à longueur de journée, gros. On y achète tes 2 toutous pour Noël. Là. Il est en train de les décoller les 2, man. Mais gros, c'est comme. C'est sa best life. Les joue un peu avec un et Stan va jouer avec l'autre, man. Ça se passe, man. C'est quoi ton souhait, man, pour 2022, man?
dans l'UFC, man. Moins de Just Some Fights, man. Ouais, c'est sûr, là. J'ai l'impression que toutes les affaires depuis le début du podcast que j'ai un peu comme chialé dessus, ce serait des affaires que j'aimerais qu'ils arrêtent d'arriver, mais je le sais que ça n'arrêtera pas. Fait que c'est comme. Ça serait quasiment genre me faire du mal de souhaiter quelque chose que je le sais personnellement qui n'arrivera pas. Là. Mon souhait pour 2022, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Moi, je souhaite, le gros, man, qu'on soit crissement divertis, man. Ouais, toi, tu gardes ça simple, hein? Je pense que je souhaite qu'il y ait comme... Ah, il y a deux affaires que je souhaite. Je souhaite qu'il y ait un combattant qui devienne plus gros que le sport pour justement, comme je disais tantôt, forcer l'UFC, forcer la main de l'UFC à faire des affaires qu'ils font pas. Puis que, genre, par la bande, il y a une couple d'autres gars qui vont pouvoir en profiter pour avoir des life-changing pay puis tout. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai hâte. Puis comme je l'ai mentionné, je pense sur mon podcast ou la fois avec Étienne, je pense que c'est sur mon podcast. J'aimerais qu'on découvre le prochain grand champion d'arts martiaux mixtes canadien. Genre qu'il y ait un des amateurs le canadien qui commence, là, puis que quand il commence comme en pro, là, qu'on soit genre, OK, that's the one. Là, ça, c'est notre Cyril, c'est notre Georges, man, c'est notre prochain Golden Child du MMA canadien qui va ramener l'UFC au Canada, qui va ramener l'UFC au Centre Bell ou au Scotiabank Arena ou peu importe d'où il vient au Canada. Je m'en crie, ça peut être un Albertin, le gars, puis je vais tu sais, tout autant road pour lui, mais on a vraiment des bons talents amateurs qui rise through the ranks, tout, que j'aimerais ça, qu'il y en ait un qui commence et qu'on soit genre, OK, man, that's the one. Là, ce gars-là, il va tout décoller sa scène régionale, puis c'est le nôtre. J'ai l'impression qu'on a beaucoup de bons combattants canadiens prometteurs, mais est-ce que dans tous les combattants canadiens en ce moment qui sont pas dans l'UFC, et même qui sont dans l'UFC, est-ce qu'il y en a un que je regarde et je dis, toi, tu peux devenir champion du monde un jour? La réponse est non. Là, puis je pense même pas qu'il y a quelqu'un qui est proche de là. Honnêtement, là, je pense pas qu'on est proche de là, pantoute. J'aimerais ça trouver le gars qui va ramener le Canada back to the forefront of mixed martial arts, qui soit le troisième champion canadien de l'histoire de l'UFC, man. Ouais, man, ça va se passer en crise. Mais pour revenir à ton premier souhait, man, qui tu penses qui a le potentiel de faire ça, man, de devenir plus gros que le sport, man, de l'MMA? Ben, j'ai l'impression que présentement, c'est Khamzat Chimaev, mais il y a un peu le potentiel de faire ça de la même façon que Khabib l'a fait. C'est-à-dire pas mal partout dans le monde, en dehors de l'Amérique du Nord. Genre. Ouais. Ou tu sais, gros, c'est quand même un combattant qu'on regardait et qui vendait beaucoup de pay-per-view puis tout, mais c'était pas. Khabib était pas autant un phénomène. Gros, il y a des pays que ce gars-là, il débarque, puis c'est littéralement comme si Dieu était là. Khamzat? Habib. Khabib, ouais. Mais Khamzat, je pense qu'il y a le potentiel. C'est lui présentement que, si tu parles skills puis tout, tu sais, gros, c'est le prochain grand champion dominant en arts martiaux mixtes. D'après moi, c'est lui ou Mohamed Mokaev qui va commencer dans les flyweight. Là, lui, tout, c'est un Dagestani, mais qui vient d'Angleterre. Puis c'est genre le champion IMMAF, qui est le. Genre la grosse crise de ligue amateur boostée en Europe, que quand t'es champion dominant là-dedans, c'est comme, tu sais, les champions amateurs qui viennent de là, c'est justement là, Mokaev, Manon Fiorot, man, genre des astis de talents européens qui ont aucun bon sens, là. Il est jeune en plus, ce gars-là, il a genre 22, je pense. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un bébé encore, là. Fait c'est John Jones. Oh ouais, c'est ça, des prospects de même, on en voit, là. C'est des once in a lifetime deal, là, basically. Mais tu vois, moi, j'ai l'impression que ces gars-là, ou ces filles-là, en Manon Fiorot, mais plus avec, mettons, Paddy Pimblett, Sean O'Malley, Khamzat Chimaev, j'ai l'impression que l'UFC, ils grab vite, genre, puis ils prennent, genre, je sais pas si... T'as l'impression que Paddy Pimblett, gros, ça fait une couple d'années qu'il aurait dû le grab s'il l'aurait grabé vite, là. Non, mais il est pas nouveau dans le sport, pas en tout, là. Paddy est plus différent que les autres. Non, mais quand je dis le grab vite, en voulant dire, genre, il s'assure que le gars va rester fidèle à l'UFC, si on veut, genre. Ouais. Mais Paddy, c'est vrai que Paddy a vraiment plus le petit côté, genre, wild, là, que genre, à la Connor, qu'il va aller faire ses affaires, puis il va s'en coller ça un peu. Mais les autres, genre,
tu sais, comme Hamzat, il est vraiment comme on dirait qu'il marche avec l'UFC. Genre, ils sont tout le temps sur la même longueur d'onde. Là. C'est souvent ça au début, man, tu noteras. Puis à un moment donné, quand ils deviennent champions, puis tout, puis que l'UFC essaie le genre de dirty move qu'ils essayent sur leur champion, que t'es genre, aïe, je suis ton champion, puis tu me traites encore de même, tout tabarnak, puis c'est là que ça commence à. OK. C'est quasiment inévitable. Là. Mais, tu sais, une autre affaire, c'est justement, j'ai l'impression que l'UFC, au niveau de targeter les gens qui vont être leurs prochains champions, les prochaines stars qui veulent pousser, j'ai l'impression qu'ils font pas un aussi bon travail qu'avant, man. C'est comme, mettons, tu check Islam Makhachev, ça lui a pris du temps à tabarnak, puis beaucoup de pression de la part de Khabib avant qu'ils disent OK, ce gars-là, on va le push. Tu sais, t'as des gars comme Arman Tsarukyan, comme Raphaël Fiziev, que je trouve ces gars-là n'ont pas un push qui est comparable à un Paddy Pimblett puis un Sean O'Malley. Puis je suis désolé, là, mais Paddy Pimblett puis Sean O'Malley, c'est pas du championship material. Là. Non, mais je vois ce que tu juste veux dire. pas, genre. Mais c'est des gars qui vendent pareil, tu sais, contrairement à Makhachev. Je comprends qu'ils vendent, mais que l'UFC ait targeté ces gens-là, tu sais, comme ils ont targeté Conor. Quand Conor est arrivé, tu peux dire ce que tu voulais sur Conor, lacune au niveau du grappling. Quand il est arrivé, tu le checkais, le momentum, tout comment ça allait. Il n'y avait aucun doute, là, ce gars-là, c'est un champion du monde in the making, comme Hamzat là, qui est en train de faire. Littéralement, c'est un genre de come-up similaire que genre, plus que les adversaires sont de taille, plus qu'ils relèvent les défis, puis t'es genre, ah, go, personne ne va l'arrêter. Même le meilleur fighter au monde, Kamaru Usman, qui était probablement le meilleur fighter au monde, José Aldo, dans le temps, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il target moins bien ces gars-là qu'avant, genre. Puis je sais que, c'est sûr qu'un gars comme O'Malley, puis tout, il pogne auprès des jeunes, puis ils recherchent leur grosse star américaine. Ils en ont besoin. Là. Ils ont besoin d'un top pay-per-view star américain qui vend localement des billets à côté, que tu le mettes à New York, à Vegas, à LA, n'importe où, le gars, il va remplir des arénas parce que c'est The American Homegrown Champion. Parce que, Big, si tu check la liste des champions, là, il n'y a plus beaucoup d'Américains, man. Ouais, non, c'est sûr. Ben, Justin Gaethje, il est à la veille, là. Tu penses qu'il va gagner une belt? Ben, ben tu sais, je veux dire, en termes de homegrown talent, pis tout, là, Gaethje, c'est pas mal ça, là. Il est plus... il est pas mal plus haut qu'O'Malley en termes de... Ouais, mais c'est pas un homegrown talent du tout, par exemple, là, mais... Ouais, parce qu'il était... Mais, ok, toi, tu veux dire de l'UFC, pas des États-Unis en général. Ouais, dans l'UFC... Tu sais, tu vois, au Mali, clairement, ils l'ont target comme lui, il est américain, il parle aux jeunes, lui, c'est une star qu'on veut. On voit. Tu sais, si O'Malley était pour devenir champion Bantamweight et être leur company guy pour les prochaines années, eux autres, ils seront au paradis. Là. Clairement, ça ne sera pas le cas, basically. Tu sais, Gaethje, c'est Chandler. Là. Gaethje, c'est Chandler. Gaethje, c'est le champion du World Series of Fighting. Genre, le gars que t'es là, hey, je me demande s'il était dans l'UFC, est-ce qu'il serait un des meilleurs au monde? Puis là, finalement, il est devenu free agent. Puis là, ils ont réussi à le signer. Puis oui, of course, c'était un des meilleurs au monde. Puis on l'avait tout clairement à vue quand il whippait des pauvres fous là, à World Series of Fighting. C'était assez clair à voir que lui et Marlon Moraes, c'était comme très, très bon. Là. Ouais. Mais... c'est peut-être parce qu'ils ont, tu sais, comme tu faisais analogie aux Canadiens, là, le Canadien allait tout le temps chercher des hosties de Gomez, le gros, tu sais, des hosties de Kovalchuk, le gros, même, des Semin, hosties. Puis ça, c'est un peu le move que Bellator avait il y a quelques années quand il repêchait les vieux de l'UFC. Mais l'UFC, ils ont ça dans le sens, c'est comme un AJ McKee, il va attendre de finir son contrat à Bellator, il va venir à l'UFC. Gaethje, il est venu à l'UFC. Chandler, il est venu à l'UFC. Kyla Harrison, elle veut venir à l'UFC. Les gros noms, ils veulent quand même tout venir à l'UFC. Ouais, l'UFC, c'est les Lakers, man. Ils n'ont jamais besoin d'avoir aucun first round pick, puis ils vont tous avoir les meilleurs joueurs pareils. Là. Ouais, les Lakers, c'est une bonne. Mais je comprends, mais man, il n'y a rien de mieux que. Que de bâtir. Que de pogner ton gars, puis son plus jeune âge dans l'UFC, t'es genre Dad's the One, asti. Puis comme Hamzat qui ont eu à 6-0, puis tu sais, tout de suite Dad's the One, puis les build alentour un peu de lui. Puis en tout cas, ça prend des deux. Tu sais, Bellator, il faut vraiment leur donner le crédit parce que Bellator, il y a 5-6 ans, sont arrivés puis ils t'ont signé un esti de chier de gars qui était 0-0, man. Puis t'étais genre, gros, c'est qui tout ce monde-là? Puis c'était basically tous des lutteurs collégiaux ou presque.
Puis ils ont tous signé, le gros. Puis, tu sais, il y en a ces gars-là qui sont devenus des stars et des champions. Puis il y en a d'autres qui sont encore underway there. Puis il y en a d'autres que ça n'a pas marché pantoute. Mais, tu sais, au final, gros, dans ce batch-là, ils ont eu Tyrell Fortune, ils ont eu Ed Root, ils ont eu Aaron Pico. C'est dans ce moment-là, un peu avant, mais dans cette période-là, qu'ils ont trouvé un AJ McKee qui a fait ses débuts pro à Bellator. Fait que, tu sais, Bellator, man, il y a comme pendant un an ou deux, là, que toutes les. Tu sais, gros, Aaron Pico, c'était le number one prospect en MMA. Puis c'est Bellator qui l'a signé. Puis c'était la première fois que Bellator signait le meilleur prospect. Puis comme 5 des 7, 8 meilleurs prospects. Mais l'UFC veut toujours attendre un peu que ces gars-là se battent pro. Puis après, ils vont les amener au contender. Puis ils ont leur petite manière de faire. Bellator, on fait non, fuck that. Nous autres, on est capable de signer des gars sur des one-fight deals pour vous monter graduellement sur nos prelims. Fait ils ont signé à 0-0. Puis gros, ça a été un esti home run là, pour eux autres. Ils viennent de signer Pat Downey aussi, là, je pense. Ouais, c'est ça, mais gros, Pat Downey, man, t'as-tu idée comment c'est un esti de tabarnak de problème, ce gars-là? Là? Ah ouais. Moi, Barrio puis Papa Joe, ils m'en ont parlé de lui parce qu'ils s'entraînent au Sanford avec, puis on fait des cours de lutte avec, puis gros, c'est. Man, c'est un esti de problème, ce gars-là. Là. Ils ont fait ça il y a une couple d'années, j'étais avec les gars de Joe, ils ont signé genre Connery Gracie, AJ Agazarm, Dylan Danis. Ça marche un peu moins bien parce qu'on s'entend. Les gars de Joe, man, c'est du monde bizarre, les gros. Il y en a qui disent, ah, mais ça, c'est comme la preuve que le Jiu, c'est plus l'art martial dominant à MMA. Tu sais, to a certain extent, c'est vrai. Mais il n'y a pas beaucoup de lutteurs, genre collégiales, qui arrivent et disent, oh non, non, moi, je suis fucking stubborn, je fais juste de la lutte, j'apprends jamais aucun autre art martial. Puis, weirdly, les gars de Jiu, c'est comme le seul art martial qu'il y a du monde qui sont tellement dedicated à ça que même s'ils font le saut en MMA, ils n'essaieront jamais vraiment d'améliorer rien d'autre que leur Jiu. Puis ils vont arriver là, puis être strictement des gars de Jiu qui pull guard, puis qui mangent des trop gros coups de poing dans la face, puis qui perdent un combat sur deux à cause de ça. Là. Oliveira, c'était ça jusqu'à pas longtemps. Ouais, ben Oliveira, il a toujours eu du Muay Thai quand même nice, mais gros, lui, c'est ce qui était cave, là, lui. Il y avait à la fois, genre, la coche que, genre, aucune considération pour son propre bien, mais dès qu'il se faisait faire mal, genre, sa mentalité switchait le 180, puis c'était genre, oh shit, j'ai mal, fuck that, on s'en va. À ce temps, il a toujours pas appris à se soucier de son propre bien, mais non seulement quand il se fait démolir, il est genre, m'en calisse, m'a le choqué tout à l'heure, genre, m'a le knocké tout à l'heure, puis il continue. C'est fou le switch de carrière que ce gars-là a eu, man. Ouais, c'est beau à voir, man. Sinon, il y a le chum, ben, tu sais, t'as le chum Vieira puis Santos, là, lui qui s'est fait choquer par Guida. Les deux, c'est un peu ce que tu dis, là, genre, ils se fient ben trop sur leur game de Jiu, puis... Ah, Léo, son problème, c'est le cardio, man. C'est incroyable. Gros, Léo Santos, là. Léo Santos, ça a été un top 10 lightweight pendant des années, puis ils l'ont jamais ranké là, je sais pas pourquoi, mais Big, ce gars-là, oui, il se battait une fois par année. Je pense que c'est pour ça qu'il était un peu hésitant à le mettre des rankings, puis tout, mais gros, dans le temps que Kevin Lee était 4e, 5e dans la division, ce gars-là, il a knocké Kevin Lee, là, comme si c'était une merde, là. Il y a des estis de wins sur Kevin Lee, Aya Quinta, tu sais, il a battu tous ces gars-là. T'as pas des rankings, c'est mort parce qu'il était passé actif, mais Big Los Santos, ça a été un genre de beast lightweight pendant toutes ces années-là. Puis là, gros, il est rendu à comme 42, 43 ans. Puis Rodolfo Vieira, ben lui, tout, c'est son cardio. Le problème des gars de Jiu, il y a beaucoup de stéroïdes dans le Jiu-Jitsu. Genre beaucoup de stéroïdes. Ah ouais. Fait que ça fait qu'il y a beaucoup de gars à la Rodolfo Vieira, que tu le vois, le gros, c'est une boule de muscle brésilienne qui a 1 minute et demie de jus, puis après ça, c'est à la fin. Là. Ouais. Puis ils n'ont pas encore l'expérience en MMA pour être intelligent puis manage leur énergie. Fait que, mais ouais, Rodolfo Vieira, c'est plus un exemple de gars qui. Cron Gracie, c'est le meilleur exemple. Mr. Gracie, fait que c'est sûr, mais Cron Gracie, meilleur exemple. Ce gars-là, c'est lui qui a brawlé contre Cub Swanson? Ouais. Tu as vu, il n'y a rien de fameux là-dedans. À part son Jiu, il n'y a rien qui arrive. Le Mackenzie Dern aussi. Pété, tu sais, comme tu vois, les Rodolfo Vieira, Mackenzie Dern, c'est gros, on est dans le plus traditionnel du Jiu, là, il y a le chum André Muniz, lui, il s'en vient avec un solide Jiu, là, sauf là. Ouais, mais tu vois, André Muniz, c'est un gars d'MMA avec un Jiu incroyable. C'est pas genre, je suis un gars de Jiu, c'est ça ma vie. Puis là, un moment donné, je vais aller faire du MMA car, genre, comme Kron a fait, comme Rodolfo. Tu sais, Rodolfo Vieira, c'est un des plus grands champions de l'histoire du Jiu, les gens 8 fois champion du monde, de quoi de même. Le gars, il n'a pas besoin de venir se battre en MMA, il n'a rien à prouver. Là. Mais il le fait pour le show, puis il fait rien d'autre que du Jiu. Mais ces gars-là, c'est comme même Mackenzie Dern, tu vois, elle essaie d'améliorer. Mackenzie Dern, c'est la fille traditionnelle de Jiu
qui fait le plus gros effort à essayer de devenir une MMA fighter. Elle, l'affaire, c'est que ça marche juste pas vraiment. Mm-hmm. Ouais, elle fait d'autres affaires comme du monde, man. Johanna, reviens-tu, man? Ça va être un autre, man, que... Tu sais, c'est comme... Chez les filles, j'ai l'impression que ça arrive plus vite, mais Johanna, c'est basically Raya Faber, là. C'est comme, appelle-moi si t'as de quoi de vraiment intéressant que les fans vont vouloir voir puis ça va rapporter. Puis si c'est pas ça ou un title shot, appelle-moi même pas, j'en ai rien à battre. Là. Puis elle a pas à aller se battre contre Marina Rodriguez. Ça serait cool, ça serait un esti de bon fight pour nous, mais elle est pas tenue de faire ça. Là. Ben, même un rematch contre Weili Zhang, là, ça sonne douloureux en esti, man. Ah, c'est douloureux, mais c'est comme. Ça va être ça, là. Ça va être Weili Zhang, Tug Rose, Valentina. Tu penses que c'est attrayant pour elle se rebattre contre Weili Zhang? Man? Si tu bats Weili Zhang, tu te bats pas mal pour la belt. Là. Certes. T'sais, elle a perdu ses 2 derniers combats, mais il y a beaucoup de gens qui parlent encore de la décision dans le deuxième combat. C'est how close c'était. Là, je pense contre Weili, d'après moi, je le donnais à Johanna contre Weili. Ouais, ben, je parlais de la décision de Rose puis Wiley, le rematch. Là. Ah, ok. Mais me semble que. Est-ce que je l'ai donné à Johanna? Honnêtement, ce combat-là, c'est mon combat préféré ever. Puis les rounds, je ne sais pas si j'ai scoré vraiment. J'étais juste. J'aime mieux que Gustafsson. Ouais, c'est mon combat. Ah, ouais. Ouais, j'ai rechecké récemment, c'est mon combat préféré ever. Ah, je pense que je suis prêt à le dire. Un Gustafsson Jones, deuxième. McDonald Lawler, il est bizarre à écouter ce combat-là. T'es-tu d'accord? Le premier, man, Jones Gustafsson. Je peux pas toujours dit que c'était mon préféré, mais là, vu que je suis down de dire que c'est Johanna. Tu veux dire, il est ton deuxième, je pensais que tu voulais dire le deuxième Jones Gustafsson. Non, ça, c'était pas vraiment un combat, ça. C'était Jones qui fait rien, puis m'amener le takedown, puis le ground and pound TKO. C'était quand même triste, ça. Le premier, man, c'était légendaire, mais ouais, Weili. Ça, c'était légendaire, ouais. Weili, Johanna, c'était bon, Chris. C'est un top 2 assez maniaque. Non, mais. Ouais, toi, tu trouves. Comment tu trouves ça, réécouter Lawler McDonald, man? Va être bien honnête avec toi, le gros, je l'ai écouté genre 1 ou 2 fois, man. C'est pas un fight que j'ai réécouté vraiment souvent. Parce que oui, c'est un tabarnak de fight, mais on dirait que le moment était genre. C'est un combat que je réécoute par après, puis je me remets pas vraiment dans le moment. Puis, tu sais, quand tu te remets pas dans le moment, tu te rends compte, genre, des petites flaws de ce combat-là. Genre, les 2 premiers rounds, c'était slow en tabarnak, mon gars. Ouais. C'était tentative as fuck. Il y a même des bouts que le crowd il huait puis tout. Ouais. C'est fucké de penser que le combat qui est widely considered comme le plus grand combat de tous les temps, il y a genre les 2 premiers rounds, le crowd bouge. Ouais. Ah ouais. Non, c'est un bon fight, mais c'est deux c'est le build-up, man. Puis là, à partir du 3e round, ça commence à se pogner. Puis au 4e, si Rory revient, puis là, ça commence à se faire mal des 2 bords. Puis le stare-down à la fin du 4e, puis c'est comme un crescendo incroyable qui commence quand même très bas pour la hauteur à laquelle il finit. Fait c'est ça qui rend, genre... Mais tu sais, un crescendo incroyable, mais Johanna puis Weili Zhang, c'est aussi un crescendo, mais il commence genre ici, au lieu de là. C'est genre, ça commence cave, puis ça ne fait que devenir de plus en plus cave jusqu'à un moment que t'es genre, man, c'est basically pas humain ce que je suis en train de checker là. C'est genre littéralement de la maltraitance pure envers 2 gens qui vont genre littéralement mourir avant de tomber. Une qui a d'ailleurs l'air d'un extraterrestre en ce moment. Puis veut pas, là, tu sais, moi pis toi, on l'a pas mis dans notre... il est dans notre top 5, mettons, mais c'est pas notre fight de l'année, là, mais je pense que le fight qui va avoir le plus marqué les esprits, c'est Gaethje Chandler, tu sais. Oh oui, ça ressemble beaucoup à un Johanna Wiley puis à un Robbie contre Rory. Gilbert Melendez contre Diego Sanchez. Cette année-là, il y a eu des combats incroyables, mais à la fin de l'année, tout le monde parlait de Sanchez-Melendez. Puis je les comprends, c'était big. C'est genre, on plante nos 2 pieds là, puis on lance des crochets dans nos gueules, puis il n'y a personne qui évite rien, s'il vous plaît. C'est des fights qu'on se souvient, man, genre... Tu sais, Yann Sandhagen puis Holloway Rodriguez étaient beaucoup plus techniques, mais man, c'était genre c'était incroyable. Là, gros, Melendez Sanchez, je m'en rappelle, man, j'avais fini de travailler à la cage, je faisais le chiffre de jour, là, fait que je finissais toujours comme dès que le rush du souper finissait, je m'en allais chez nous. Puis là, je me mets écouter ça. Puis là, j'ai mon chum qui faisait comme le close, qui s'en venait écouter l'UFC après qu'il finissait, puis gros, il est arrivé entre le premier round puis le 2e round, man. Puis il rentre chez nous, puis gros, il est genre, gros, ça va. J'ai dit, gros, tu descends en bas, il est en train d'arriver l'affaire la plus stupide que j'ai vue dans toute ma vie. Ah, sérieux? Là, il descend, puis là, on écoute ça, puis là, il est genre,
Holy shit, le gros, t'avais raison, man. J'ai jamais vu rien de cave de même. Ah, si, c'était moment-là, je vais toujours m'en rappeler. C'était comme incroyable. T'as vu ça en live? Ben, tiens, mon gars. C'était sur... Il n'y a pas beaucoup de combats, le gros, là, que j'ai pas vu en live, man. Ça fait comme quand ça fait un bout que j'écoute ça, mon gars. Là, tout ce qui est arrivé là, de 2013 and after, j'ai pas mal tout vu ça live. Là. Fait que tu revenais de la job, man, pis t'as checké ton shit, man. Non, ouais, moi, je m'arrangeais pour finir justement à 6h, 6h30. Je pouvais arriver chez nous, prendre ma douche. Puis là, comme à 7h, j'étais prête pour genre. Tu sais, des fois, je manquais un Fight Pass prelim, mettons. C'était les Facebook prelim dans le temps. Là. Fait que j'écoutais les 2 Facebook prelim, puis après les prelim à la TV à 8h. Puis quand je finissais à 6h30, 7h, je manquais pratiquement rien là, de la carte. Gros, t'étais chanceux de finir aussitôt un samedi à la cage, man. Je commençais à 9h le matin. J'étais genre le chiffre du gars qui arrive, fait la prep, fait le rush du dîner, fait un peu de prep entre les deux s'il manque de quoi pour le souper, genre vite, genre patché. Fait le rush du souper, puis dès que le rush du souper, dès qu'il commence à avoir moins de commandes, genre je m'en vais, même si le rush n'est pas fini, dès que ça sent moins, ben, ils ont besoin d'un cuisinier de moins, puis là, c'est moi qui s'en allais vu que j'étais là depuis 9h le matin. Là. C'est nice, mais... Mais gros, oui, c'était nice, mais tu sais, j'ai travaillé 4 ans, man, tout ça. C'était sweet. Ben, j'ai travaillé là, genre 1 an et demi, en fait, avant d'avoir ce genre de poste-là. 1 an et demi, man? Non, mais j'ai travaillé là 1 an et demi, puis là, après 1 an et demi, j'ai comme hérité un peu de ce spot-là, de faire le 9 à 6, 6 et demi, puis c'est comme le poste qui est resté avec moi jusqu'à le restant du temps que j'ai travaillé avec là. Shout out, man. Ouais, ça fait des estis de bons chiffres, ça, man. Ouais, ça, je travaillais 3 jours semaine, je faisais quand même beaucoup d'heures, puis ça me permettait d'aller à l'école, puis faire tes shit. Faire mes shit, avoir le temps de tout faire mes shit, mon gars, puis en tout cas, c'était nice, belle petite job à la cache, bien du fun, man. Hey, faites vos shit, tout le monde. Faites des amis pour la vie, tabarnak. Ouais, faites-vous des amis aussi, c'est important. Man. C'est une de mes seuls jobs que, genre, tout le monde qu'on travaille ensemble, là, on se voit tout encore, man. On est tous. Même mon ex, c'est encore mon ami, là. Fait que. Shout-out aux vieux amis, esti, man. Tabarnak, shout-out au monde de la cage Saint-Jean, man. ASAP 2 Chainz, esti, let's go. Elle est encore ouverte, man? Ou... Non, elle est morte. Ouais, rest in peace. À 5 ans aussi, man. Ouais. Pas. Gros, il y avait tout était set pour genre, il y a une nouvelle place qui se bâtissait, il y allait avoir 2 restaurants, c'était la cage d'un bar, un autre restaurant de l'autre bord, tout le deal est en place, puis tout, puis gros, à la dernière seconde, le propriétaire a fait « Fuck that, ma cage à Longueuil me rapporte assez, moi je close celle-là, puis je vends le terrain à la clinique médicale à côté, ils ont tout rasé ça pour faire une super clinique médicale, là, parce que à Saint-Jean, c'est pas les seules affaires qu'ils construisent, c'est des cliniques médicales puis des résidences de personnes âgées, là. Je pense qu'on va avoir, j'ai vu ça en Canada français, la résidence pour personnes âgées la plus avancée technologiquement au Québec. La grosse crise d'affaires, un petit projet qui vaut des millions, même, ils sont en train de bâtir ça. Là. Ça va être genre le 2e plus gros building dans toute la ville, après l'autre résidence de personnes âgées qui ont construit il y a 5 ans. Word up. C'est en pleine expansion, ce coin-là. Man. Shout out à tous les vieux ici, man. Ciao les cons, man.